sortir de la crise énergétique? Pour répondre à cette question, le Premier ministre et la direction de EDM-SA en conclave sur le document des propositions de solutions. Cette rencontre a eu lieu hier dans les locaux de EDM. Les membres du CNT au cours de la session d'octobre ont adopté hier 4 projets de loi, la création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique et le concours des citoyens en cas de calamité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la rencontre sur l'examen des propositions de solutions pour la sortie des crises énergétiques. Le document élaboré par la direction de EDM-SA à l'issue d'une consultation générale propose le renforcement de la production énergétique et la viabilité financière de la structure. Reportage signé Mamari Koné et Allo Touré. Une semaine après sa visite qu'il a qualifiée d'inédite à EDM-SA, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, revient à EDM-SA. Le chef du gouvernement est venu écouter les propositions faites par le personnel de la société à l'issue d'une large consultation pour la résolution de la crise énergétique. Le travail a été effectué autour de certaines thématiques. Plus de 600 agents ont été interrogés et ont fait plus de 2300 propositions. Résumé des thématiques les plus abordées: renforcer la production énergétique, tirer avantage de l'offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l'EDM-SA, les points thématiques portant sur la gouvernance et la communication, élaborer des stratégies à long terme et des actions immédiates pour améliorer la fourniture. Donc sur la thématique renforcer la production énergétique, qui en fait se résume à augmenter l'offre d'énergie électrique, 338 propositions ont été faites, qui peuvent se résumer en construire des centrales solaires, promouvoir l'utilisation d'énergie renouvelable par les ménages et les PME-PMI, investir dans l'augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l'offre énergétique, étendre le réseau interconnecté afin d'éteindre les centrales thermiques des centres isolés. La concertation a permis de faire un certain nombre de propositions, notamment la négociation d'accords de fourniture d'électricité avec certains pays de la sous-région, l'accélération de la construction des centrales en cours, la réparation des centrales en panne ainsi que la transformation des centrales thermiques en centrales hybrides. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a remercié la direction et le personnel de EDM-SA pour le travail abattu en si peu de temps. Il a aussitôt présidé une rencontre à la primature autour du chef du gouvernement, les ministres en charge de l'énergie et de l'eau, de l'économie et des finances, celui de l'industrie et du commerce, les groupements de professionnels des pétroliers, les banques, l'ASCOMA et les techniciens. La tenue de cette réunion dénote l'importance que le chef de l'État accorde à la résolution de ces crises énergétiques dans le meilleur délai. Pour ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Juste de récupérer les propositions de solutions des travailleurs de EDM-SA en compagnie du ministre de l'Énergie et de l'Eau que je mettrai à votre disposition. Il vous appartient dès lors de les analyser en tenant compte de vos expériences et de vos compétences afin de soumettre des propositions d'orientation claires et concises au chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Il est également important que ces propositions fassent l'objet d'unanimité, pas de consensus, mais d'unanimité. Au sortir de cette réunion, nous devons être sûrs et certains que ce que nous allons proposer au chef de l'État sera une solution unanime, une solution que nous partagerons tous. 2 paramètres essentiels sont à prendre en compte. Le premier paramètre, quand prendra fin la crise énergétique? Notre souhait, évidemment, immédiatement, mais c'est un souhait. Le deuxième paramètre, comment la crise énergétique prendra-t-elle fin? Dans la recherche de solutions, nous éviterons les propositions qui ne respecteront pas les 3 principes édictés par le chef de l'État et guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions.
À la fin des échanges avec comme modérateur l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Alpha Bokarnafo, une feuille de route a été adoptée. À l'issue de 5 heures de débat très fructueux, nous avons pu élaborer ensemble une feuille de route qui nous permettra très bientôt d'avoir un plan unanime de sortie de la crise énergétique. D'emblée, nous avons tous fait le constat de la souffrance et de la peine subie par nos compatriotes et surtout de l'importance stratégique accordée aujourd'hui à la question énergétique par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cette feuille de route se décline en différents points. Le premier point, dès le lundi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, avec le staff d'EDM, doit rencontrer le fournisseur de pétrole. Bien entendu, c'est un certain nombre de sujets. Et le deuxième point de cette feuille de route, à la fois la CRE, EDM et le ministère de l'économie et des finances doivent élaborer des simulations et présenter bien entendu les impacts positifs de cette simulation. Une rencontre est prévue le vendredi 12 décembre prochain en vue d'élaborer un plan d'action. Restons avec le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga qui a rencontré également hier les partis politiques. Objectif, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et réformes politiques et institutionnelles. Pour plus de détails, écoutons un extrait de l'intervention du Premier ministre lors de cette rencontre, des propos recueillis par Mamari Koné et Alou Touré. Je voudrais sincèrement vous remercier de votre présence massive à la présente rencontre, malgré vos multiples occupations. Ce geste témoigne à suffisance de l'importance que vous accordez à ce cadre d'échange qui a toujours connu la présence effective de la classe politique en raison de l'intérêt porté aux sujets qui seront débattus. La rencontre de cet après-midi a pour objet de vous faire le point sur la révision annuelle des listes électorales, les réformes politiques et institutionnelles, des questions diverses. Également, demander vos bénédictions suite à ma nomination en qualité de Premier ministre par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mesdames et messieurs, lors du premier Conseil des ministres, mercredi 27 novembre 2024, après la formation du gouvernement, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, m'a remis la lettre de cadrage comportant 8 axes. La défense et la sécurité, la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale, l'amélioration du système éducatif et de l'emploi, notamment des jeunes, l'apaisement du climat social, le renforcement de nos diplomaties pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Et enfin, la création de conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition. Direction le CNT. Au compte de la session d'octobre, les membres ont adopté hier 4 projets de loi. Ces lois sont entre autres la création des centres de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique, le concours des citoyens en cas de calamité, la modification de la loi relative à la création et à l'administration des villages, fractions et quartiers. On en sait plus avec Aluseni Touré. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 octobre 2024 est relatif à la création du Centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique. Cette modification donne à ce projet une durée de vie illimitée pour conserver, multiplier et diffuser les ruminants endémiques dont la résistance aux aléas climatiques et biologiques constitue des atouts non négligeables. La loi qui a créé le centre en 2013
C'était pour 5 ans. Donc en 2018 déjà, cette loi est inopérationnelle. Et malgré tout, à l'interne, le centre a continué à fonctionner, et pratiquement dans l'illégalité, mais donnant des résultats encourageants et très tangibles. Alors, la transition, le gouvernement a décidé, après avoir examiné la situation, de renvoyer encore les textes au niveau de l'hémicycle pour que vraiment ils sortent de cette situation. Et cette fois-ci, le centre est créé ou recréé pour une durée indéterminée. Ce centre permettra de prendre les semences, permettra d'améliorer cette race d'ama et les autres races qui sont endémiques qu'il faut préserver pour le bien de notre population et pour le bien de nos animaux, pourquoi pas. L'enjeu, c'est que ces races-là sont très résistantes à beaucoup de maladies. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres présents, soit 126 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Également adopté à l'unanimité des votants, le projet de loi portant concours des citoyens en cas de calamité. Ce projet de loi a été défendu par le ministre en charge de la jeunesse. Le projet de loi va nous permettre d'avancer. Nous avons à ce stade commencé à mettre en place des mécanismes de réponse sur les questions de citoyenneté, notamment les brigades citoyennes, notamment les volontaires. Mais aujourd'hui, avec ce projet de loi, nous allons pouvoir cadrer tout cela. Parce que lorsque vous êtes dans une situation de calamité, ce sont les représentants de l'État qui prennent cet acte-là. Donc le concours du citoyen est défini également dans ce texte. Donc je pense que nous avons eu certaines recommandations fortes. Et parmi ces recommandations fortes, c'est la vulgarisation justement de cette loi afin que les gens puissent se l'approprier. Les deux autres projets de loi portant respectivement loi relative aux autorités et légitimité traditionnelle d'une part et projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 octobre portant modification de la loi relative à la création et à l'administration des villages, fractions et quartiers d'autre part ont été défendus par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques en lieu et place du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit d'une modification de quelques articles pour simplement supprimer les mandats de 5 ans qui étaient imposés au conseil de village. Et lorsque vous supprimez ces mandats de 5 ans, il y a des implications sur d'autres articles. Par exemple, on vous dit le renouvellement en cas de diminution de la moitié du nombre de conseils. Il y a des conditions d'intérim, de remplacement. Donc toutes ces questions qui sont liées au mandat doivent être réexaminées. Et c'est ce qui fait que certaines dispositions des articles ont été même abrogées. Donc le fait d'avoir approuvé cette modification par le Conseil national de transition, ça nous donne les bases juridiques nécessaires pour vraiment mettre de l'ordre dans les villages, la gestion des villages, fractions et quartiers. En ce qui concerne le deuxième, c'est une loi d'application de la Constitution. Ça concerne les autorités et légitimités traditionnelles qui ont été consacrées à l'article 179 de la Constitution comme étant des autorités de référence de notre pays pour être les gardiens des valeurs de notre société et essayer d'établir les équilibres dans la société. Également de servir de moyen de règlement de tous les différends qui peuvent se poser. 9 projets de loi ont été déposés sur la table du CNT. Autre point de l'actualité, le bureau du vérificateur général et la Banque ouest-africaine de développement se donnent la main pour renforcer la prévention et la détection de la corruption et la délinquance financière tout en respectant la souveraineté du Mali. En ce sens, ils ont signé un document d'accord. Kadiatou Kone et Mohamed Stibé, compte rendu. Cet accord entre la BOAD et le bureau du vérificateur général est signé sous l'œil vigilant du ministre de l'Économie et des Finances. Il vise à définir un cadre de coopération entre les deux institutions dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour une meilleure gouvernance financière, la BOAD et le bureau du vérificateur général conviennent ainsi de collaborer étroitement et diligemment dans la lutte contre la corruption. Ce document permet de traduire en actes concrets
la volonté commune de nos deux institutions qui s'engagent pour une utilisation judicieuse et optimale des ressources publiques. Par cet accord, le bureau Laboadé s'engage à partager mutuellement, entre autres, les résultats des missions de vérification sur la gestion des projets financés par Laboadé au Mali. L'accord permettra également de renforcer les capacités du personnel du bureau sur les procédures Laboadé. Pour ma part, je voudrais exprimer la disponibilité du bureau à ne ménager aucun effort pour assurer une bonne exécution des engagements dans le cadre du présent protocole. La BOAD, selon son représentant, applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. En signant ce protocole, elle décide une fois de plus d'agir en faveur de l'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la fraude et la corruption au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. L'union dans les troupeaux oblige les lions à se coucher avec la faim, dit un adage africain, traduisant qu'en unissant nos efforts, nos compétences et nos ressources, nous nous donnons plus de chances de faire échouer les tentatives des acteurs de cette gangrène. À cet égard, la déclaration de la politique générale de la BOAD stipule que, dans le cadre de sa mission de financement du développement, la banque porte sa responsabilité de s'assurer que ses ressources financières et les produits de ses activités sont convenablement gérés et que les fonds consentis par elle dans le cadre de ces financements soient employés exclusivement aux fins pour lesquelles ces financements sont accordés. Les deux parties s'engagent aussi à échanger des informations et des bonnes pratiques tout en respectant la confidentialité pour mieux prévenir, mieux détecter et mieux enquêter conformément à la vision des autorités de la transition. Dans le plan d'action du gouvernement, une large place est faite à la lutte contre la corruption, contre la délinquance financière. Si aujourd'hui nous avons pu noter que ces deux structures, la BOAD, qui est un organisme de financement sous-régional, qui signe un accord de partenariat avec le bureau du vérificateur dans le sens d'améliorer les performances des financements, d'améliorer les résultats pour que les financements puissent atteindre les populations et pour que l'argent puisse être judicieusement utilisé. Je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir et nous en féliciter dans le sens que ça va en droite ligne donc des orientations que nous-mêmes nous avons voulu donner à la politique que nous voulons mener dans notre pays. Nous espérons vivement que d'autres partenaires comme la Banque mondiale ou la BAD puissent suivre rapidement par rapport à ces deux signataires de cet accord. Je voudrais vraiment les remercier, les féliciter de cette vision qu'ils ont eue et de tout faire pour pouvoir mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible cet accord pour qu'on puisse avoir les résultats. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce protocole d'accord, un comité mixte de suivi sera mis en place. Il sera composé de 2 experts désignés par chaque partie pour un mandat de 5 ans. À présent, œuvre sociale du président de la transition. Hier, les personnes vivant avec la lèpre de l'Union malienne Raoul Floro étaient à l'honneur. Elles ont reçu des vivres, des motos et des kits de nettoyage. Le point avec Koumba Sissi et Aboubakar Traoré. C'est avec des larmes que M. Draman Tunkara reçoit la clé de sa moto des mains du conseiller spécial du président de la transition. Selon lui, il ne s'attendait pas à un tel geste. Geste qui facilitera sans doute sa mobilité. Je suis très ému et manque de mots pour ce geste de la part du président de la transition. Je formule des vœux pour la stabilité du pays. En plus des motos, l'Union malienne Raoul Floro a également reçu des vivres et des kits de nettoyage. Cette initiative présidentielle touche plusieurs couches de la société. L'étape qui vient d'être réalisée au bénéfice des lépreux s'effectue dans le cadre de la Journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. On était avec les personnes de petite taille. Aujourd'hui, nous sommes avec les lépreux. Ça va continuer. Le président a voulu leur apporter 100 kits alimentaires composés de riz, de mil,
d'huile et de pâtes alimentaires. En plus de cela, des matériaux aussi pour l'entretien sans serpillère. La particularité de ces serpillères, c'est que ces serpillères sont fabriquées par nous-mêmes, les jeunes aveugles. Ça va continuer sur toute l'étendue du territoire malien, Inch'Allah. Regroupant 14 associations, l'Union malienne Raoul Follereux a plus de 40 ans d'existence et compte aujourd'hui 1500 personnes malades de la lèpre. Les activités des journées économiques du Burkina Faso ont fermé leurs portes mercredi dernier au Centre international de conférence de Bamako sous une note d'espoir. Plus de 200 opérateurs économiques des pays de l'AES ont fédéré leurs énergies pour booster leurs affaires. L'ambassade du Burkina au Mali, initiateur des journées, a adressé une mention spéciale aux dirigeants des 3 pays de la Confédération de l'AES pour leur soutien à la réussite des activités. Le point avec Seydou Traoré. Des échanges en B2B, des visites de terrain et des ventes et expositions des produits, voilà autant d'activités qui ont meublé les 72 heures de ces journées économiques du Burkina Faso au Mali. À l'heure du bilan, la satisfaction était au comble du côté de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Les diplomates se réjouissent de la participation de plus de 200 opérateurs économiques des 3 pays et du soutien des chefs d'État de la Confédération AES. Il y a eu de l'engouement. Les opérateurs économiques ont répondu présents afin qu'ils puissent échanger entre eux les bonnes pratiques et pourquoi pas signer des liens de partenariat. Et nos autorités ont bien accepté que nous puissions tenir ces journées économiques. Nous les remercions car cela va en droite ligne de eux-mêmes, leur vision. Les délégations venues des 3 pays, en plus des partenaires et des sponsors des journées, ont reçu des attestations de participation. Une motion spéciale de remerciement a été adressée aux opérateurs économiques qui ont participé aux journées. Si ça n'avait pas eu lieu, il fallait vraiment en réfléchir parce que ça crée un cadre de cohésion, un cadre d'échange d'expériences. Et aujourd'hui, l'AES qui forme un seul pays en son sens, je pense que c'était vraiment nécessaire de tenir ces journées. Nous avons eu des rencontres B2B avec ces acteurs, nous avons fait des panels, donc il y a eu des recommandations qui ont été formulées de telle sorte que les plans d'action qui ont été élaborés lors des rencontres des ministres de l'industrie du commerce des pays de l'AES, donc déjà nous pouvons dire que cet engagement est déjà mis en marche. À la clôture des activités, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie a salué l'initiative d'associer étroitement le secteur privé des 3 pays de l'AES à la dynamique de développement économique de l'espace. Les chefs d'État, Assimi Goïta, Abdraman Chani, Ibrahim Traoré, à travers la signature de la charte de l'Iptako, Gourma, puis des textes consacrant la création de la Confédération des États du Sahel, nous ont montré la voie pour la quête de la souveraineté. Celle-ci passe non seulement par l'attente de la sécurité, mais aussi par le développement économique. Opérateurs économiques burkinabés, maliens et nigériens de l'espace AES se sont donné rendez-vous courant 2025 pour la 2e édition. L'AES en marche au grand bonheur des peuples. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.